Comment ne pas évoquer cette hypothèse qui paraît assez folle depuis 24 heures, assez incroyable. Plusieurs sources avancent que les Ukrainiens pourraient, Nivine Potros, lancer une contre-attaque depuis Bakhmout. Exactement, on commençait même à avoir des petits indices dès la semaine dernière avec par exemple cet officier ukrainien, c'est le porte-parole de la 10e brigade d'assaut et il déclarait que la Russie devait s'attendre à une petite surprise à Bakhmout. Et hier, les Ukrainiens ont reçu la visite de cet homme, Oleksandr Syrkin, c'est le commandant des forces terrestres ukrainiennes. Il a d'abord confirmé que Kiev ne comptait pas se retirer de Bakhmout. Bien au contraire, a-t-il précisé aux soldats qui continuent de s'y battre, puisque selon lui, ces hommes y mènent désormais des contre-attaques dans certaines parties de Bakhmout, forçant les Russes à abandonner leur position. Alors, quelles sont ces fameuses positions russes abandonnées? Alors, évidemment, Oleksandr Syrkin ne les détaille pas, mais d'après les informations de l'ISW, il se passe des choses en périphérie de Bakhmout, notamment au nord-ouest. Vous le voyez, ces deux petites zones bleues que vous voyez jusqu'ici, ce sont les lieux où les Ukrainiens sont actuellement en train de mener des petites contre-offensives. On peut noter également que dans le sud de la périphérie de Bakhmout, là aussi, les Ukrainiens tentent une percée, une contre-offensive ukrainienne depuis les abords de Bakhmout, depuis la périphérie. En tout cas, n'est pas à exclure. En tout cas, les Ukrainiens préparent bel et bien quelque chose. Le commandant des forces terrestres l'a expliqué hier à ses hommes. Avec les commandants présents sur place, nous avons pris un certain nombre de décisions pour rassurer une défense efficace et infliger un maximum de pertes à l'ennemi. Alors pour l'heure, les Russes contrôlent toujours la très grande majorité de la ville. Près de 90% de Bakhmout est actuellement aux mains des Russes qui utilisent désormais des lance-roquettes TOS-1A qu'on aperçoit d'ailleurs sur cette vidéo filmée donc à Bakhmout. Et la particularité de ce lance-roquette, c'est qu'il tire des missiles à tête thermobarique qui vont provoquer un blast très important en absorbant l'oxygène de l'air qui s'y trouve. Et on le voit, cette arme, elle est redoutable. Les combats font rage, la ville est totalement détruite, totalement méconnaissable. Mais malgré tout, les Ukrainiens ne lâchent pas. Là aussi, c'est le commandement général ukrainien qui le répète. Nous continuons à défendre Bakhmout. L'ennemi ne parvient pas à prendre le contrôle total de la ville. La situation est assez compliquée, reconnaît Oleksandr Syrkin, mais qu'il l'assure, ces hommes vont continuer à se battre encore autour de Bakhmout. Merci beaucoup, Nivine Potros. Vous entendrez dans quelques instants quelqu'un de très très pessimiste sur le sort de son armée, de l'armée rouge à Bakhmout. Il s'appelle Evgeny Prigojine. Mais avant, sur cette idée qui paraît folle, et si une partie de la reconquête passait par Bakhmout, et il n'y a pas que Bakhmout d'ailleurs, c'est Bakhmout, Avdiivka, là où les combats sont les plus durs en ce moment. Oui, alors c'est pas forcément là où les Ukrainiens ont le plus de possibilités de déboucher s'ils lancent une contre-offensive à cet endroit-là. Si on regarde la carte et les zones qui étaient en bleu sur la carte, ce à quoi ça ressemble, c'est plutôt des opérations de dégagement des axes logistiques qui permettent de ravitailler Bakhmout et qui permettraient aussi éventuellement d'évacuer Bakhmout. Il faut bien voir que si on est un petit peu logique, il est quand même assez surprenant d'annoncer médiatiquement qu'on va lancer une grande offensive et dire en plus où est-ce qu'on va la lancer. En revanche, si je me mets à la place du commandement ukrainien, si j'avais envie d'évacuer Bakhmout, j'annoncerais exactement ça. Je mènerais quelques opérations de dégagement et je retirerais tout ce que je peux retirer, tout en continuant d'attirer l'attention des Russes sur cet abcès de fixation. Pour aller davantage vers Zaporijia. Pour aller peut-être vers Zaporijia ou dans une autre région. Ce qui est certain, c'est que vu l'état du terrain et vu les dispositions de forces russes, ça semble quand même peu crédible que ce soit là que l'Ukraine ait envie d'attaquer. Elle aurait énormément de mal à déboucher ensuite, quand bien même elle parviendrait à reprendre une partie de la ville, probablement pas toute. Et pour le coup, c'est elle qui se retrouverait dans le fameux hachoir que les Ukrainiens ont estimé avoir imposé aux Russes ces derniers mois. Donc ça n'a pas
pas beaucoup de sens en réalité. D'autant que s'il y avait une reprise de la ville, elle se ferait forcément par l'extérieur, parce que la dernière fois on en parlait ensemble, il reste quelques dizaines, quelques centaines d'hommes maximum à l'intérieur de Bakhmout. La plupart ont réussi à quitter la ville, peut-être par des souterrains, en tout cas par qui connaissent bien. Ce à quoi on assiste depuis quelques jours, c'est des démolitions contrôlées d'immeubles par les Ukrainiens pour empêcher les Russes, lorsqu'ils s'empareront de ces secteurs-là, de disposer de points d'observation, notamment pour l'artillerie et les frappes aériennes. C'est pour ça qu'ils minent ces immeubles aussi ? C'est pour ça qu'ils les minent. C'est pas cohérent avec l'idée de relancer une offensive sur Bakhmout. Après, depuis le début de cette bataille de Bakhmout, les Ukrainiens se sont accrochés à la ville, en ont fait un symbole, et donc il est logique aussi que d'un point de vue du discours, ils jouent cette carte-là jusqu'à la fin. Notamment à l'aube du 9 mai. Du côté russe. Et puis on le voit dans les mots. Si jamais Poutine, pour cette fête nationale, je vous le rappelle, la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, et si Poutine n'avait pas une victoire à se mettre sous la dent? Oui, et surtout en termes de communication, la pire image d'une certaine manière pour les Ukrainiens, ce serait de voir les Russes arriver dans le centre de Bakhmout et pour toute ville que des gens prennent, il y a toujours une image symbolique avec le drapeau russe flottant sur un immeuble détruit de Bakhmout. En termes de communication, ce serait absolument dévastateur. Moi, je rejoins complètement Benoît lorsqu'il dit qu'il y a une idée de communication aussi là-dessus. Les Ukrainiens ne cessent de nous montrer à quel point ils sont résistants, à quel point ils se battent courageusement et jusqu'au bout, ils ne veulent pas abandonner Bakhmout et jusqu'au bout, ils vont essayer encore et toujours de montrer que Bakhmout, eh bien, c'est l'Ukraine. Et c'est ça qui compte en ce moment lorsqu'on parle de la contre-offensive. Ils veulent, au moment où la contre-offensive va démarrer, montrer que jusqu'au bout, ils se battront pour Bakhmout et pour que le drapeau russe ne flotte pas sur Bakhmout. On va retrouver l'une de nos équipes en Ukraine, Charline Hurel et Morgane Bonas, sont à Dnipro. Merci à toutes les deux d'être avec nous dans ce 12-15. Charline, revenons avec vous sur cette idée qui semble incroyable, qui a beaucoup circulé ces dernières 24 heures, d'une contre-offensive ukrainienne qui pourrait démarrer du côté de la ville de Bakhmout ou de sa région. Et alors tout cela prend sa source hier avec cette déclaration du colonel du commandement Est qui déclare que les Russes auraient abandonné certaines positions à Bakhmout. Alors ce qu'il en est exactement, eh bien, c'est qu'il y aurait une reprise de 10 blocs de la part des Ukrainiens. De là à dire que c'est une contre-offensive, eh bien, c'est vrai que ça paraît plutôt impossible en ce moment même. Parce qu'on sait aussi qu'à Bakhmout, ce sont essentiellement des unités qui fixent la défense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet d'attaque, du moins dans ces bataillons qui se battent sur Bakhmout. Alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est cette communication. Pourquoi elle arrive maintenant? Vous le savez, depuis plusieurs jours, désormais, on voit des déclarations arriver, que ce soit à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, au niveau de Zaporijjia, et puis maintenant Bakhmout. Il y a une tentative de déstabilisation, de dispersion aussi pour les forces russes, parce qu'évidemment, la question est la même pour tout le monde. Quand est-ce qu'aura lieu cette contre-offensive? Où est-ce qu'elle aura lieu? Vous le voyez, beaucoup de questionnements, mais pour le moment, Bakhmout en tout cas ne semble pas être concerné. Merci beaucoup Charline Hurel, grand merci à Morgane Bonas qui vous accompagne. Et d'ailleurs vous pourrez retrouver dans quelques instants un reportage que vous avez tourné toutes les deux, aux côtés, rare reportage de ces déracinés par la guerre qui se sont réunis pour essayer de vivre, ou en tout cas de survivre au milieu des combats. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde semble quand même très pessimiste. Je vous le disais encore tout à l'heure, il y en a aussi qui l'est, il s'appelle Prigojine, mais voilà. Est-ce que c'est une opération? Est-ce que ça participe à toutes ces opérations depuis, 4-5 jours, qui visent à intoxiquer l'adversaire, toujours dans l'idée d'une éventuelle contre-attaque? Il y a au moins 2 points. Il y a effectivement une opération de déception, donc en bon français d'enfumage, faire croire des choses et puis s'appuyer aussi. C'est beaucoup plus clair, quand vous dites ça. C'est beaucoup plus clair, l'enfumage. Ouais. C'est pas la terminologie militaire en revanche, mais ça s'appuie aussi sur les déclarations de Prigojine. Donc on voit bien qu'à chaque fois les Ukrainiens jouent avec ce que disent les Russes et principalement ce personnage. Après, moi je rejoins totalement les propos de Benoît. On assiste en fait, les Ukrainiens essaient de desserrer légèrement le cône d'évacuation.
front, qui était passé de 6 km à moins de 5 ces derniers jours avec la progression des forces russes. Ils veulent à tout moment pouvoir effectuer un retrait dans de bonnes conditions pour le matériel qui reste encore, il y en a très peu, mais surtout pour les hommes, tout en essayant, comme le disait Laurence, de tenir jusqu'à après le 9 mai, ce qui pour eux serait une victoire, sachant que Bakhmout en termes de contre-offensive ne présente pas d'intérêt stratégique militairement, mais en revanche pouvoir évacuer ce qui reste comme homme avec le moins de casse possible est pour eux extrêmement important. On lisait ce matin, je lisais une dépêche de l'AFP qui racontait comment juste dans cette région, juste en arrière du front, les soldats ukrainiens creusaient des tranchées pour ralentir les Russes sous le feu de l'artillerie russe, et au moment où ils tranchent, une cinquantaine de soldats, plusieurs obus s'abattent sur la tranchée en train d'être creusée. Miraculeusement, il n'y aurait pas eu d'hommes tués, mais voilà, c'est ça, ce genre d'image. C'est ce que veut éviter l'état-major ukrainien. Donc on desserre un petit peu l'étau pour être prêt à tout moment à sortir de la ville. Dans quelques instants, on vous emmènera justement dans cette réalité du côté des soldats ukrainiens à Bakhmout avec un reportage signé Justine Sago. Vous allez voir en tout cas qu'il y en a un, on en parlait, qui est très pessimiste sur cette situation du côté de Bakhmout et même sur le reste du front d'ailleurs. Il annonce même la date de la contre-offensive. Ce sera mi-mai selon lui. Evgeny Prigojine qui affirme ne plus pouvoir tenir cette ville. J'appelle Sergueï Shoïgu à demander une livraison de munitions immédiate. En cas de refus, j'estime nécessaire d'informer le commandement en chef de ce problème existant afin de prendre des décisions et pour discuter l'opportunité d'un déploiement supplémentaire des unités Wagner à Bakhmout. Compte tenu de la pénurie actuelle de munitions, je vous informe de la situation d'un manque en prenant en compte nos réserves. Nous comptons encore chaque matin des pertes injustifiées. Aujourd'hui, le moment est critique pour nous. Le 28 avril est-elle la date limite de la décision? Allons-nous attaquer Bakhmout ou pas? Sommes-nous ici pour ça? Nous sommes le groupe Wagner, nous sommes des patriotes et nous allons à Bakhmout pendant que nous avons encore des munitions. Mais il ne nous en reste pas pour des semaines, seulement pour quelques jours. Et donc si la pénurie n'est pas compensée, nous devrons probablement retirer une partie des unités de ce territoire pour ne pas s'enfuir comme de lâches rats ou ne pas rester derrière pour être tués. On pourrait aussi l'appeler la pleureuse. Changement. C'est incroyable. On est d'accord, hein? C'est totalement incroyable parce qu'il y a 15 jours, on était sur ces plateaux, ou 3 semaines, en train de regarder Prigojine. Et vous vous souvenez aussi de Prigojine, on verra peut-être l'image, sur le toit d'immeubles de Bakhmout. Juste devant la mairie, oui. Juste devant la mairie, revendiquant la prise de la ville. C'était il y a un petit mois. Oui, moi je me souviens aussi dans les mines où il était avec ses cames en train d'ouvrir du vin. C'était complètement incroyable. Et là, c'est vraiment, comme vous le dites, la pleureuse. J'ai plus de munitions, il faut que vous m'en donniez, je vais pas tenir la ville. Alors, on savait de manière sérieuse que les rapports entre Shoïgu, le ministre de la Défense, et Prigojine sont vraiment détestable, qu'il y a une rivalité entre une armée traditionnelle et puis cette armée d'anciens prisonniers, de conscrits, de mercenaires privés qui font des horreurs sur le terrain. Mais là, c'est quand même incroyable de voir Prigojine en position de faiblesse, d'une certaine manière, officiellement dire j'ai plus de munitions, je ne vais pas pouvoir tenir Bakhmout, alors que d'après les cartes qu'on vient d'analyser, 90% de Bakhmout serait aux mains des Russes. Donc oui, mais le distinguo est peut-être là. Oui, mais c'est incroyable. Aux mains des Russes, pas forcément aux mains de Wagner, parce qu'on sait que les Russes ont pris le pas sur les troupes de Wagner à Bakhmout, et il sait très bien que pour lui, déclarer la victoire, c'est râpé. C'est le Kremlin qui la déclarera quand la ville sera... Oui, c'est toujours cette histoire de rivalité qu'on a du mal à analyser à distance entre ce qui se passe au Kremlin et Prigojine. Et quelle est la véritable zone d'influence de Prigojine? Est-ce qu'un jour Prigojine veut diriger la Russie? C'est quoi son périmètre? Mais encore une fois, cette vidéo qu'on vient de voir est incroyable. Lovarine, il joue beaucoup, puisque d'ailleurs le ministère russe de la Défense lui répond en disant voici la liste des armements qu'on vous a donnés. Et il répond à nouveau, là récemment, ces dernières heures, à ce ministère russe de la Défense, en disant finalement j'ai ce qu'il faut, finalement je peux diriger une armée d'1 million d'hommes. Ce qui est assez spécifique de Prigojine, c'est jamais de sa faute. C'est toujours la faute des autres et accessoirement de l'administration russe. On a bien compris, la bureaucratie militaire. Voilà, que la cible est bien nommée, indépendamment de l'Occident. Sur d'autres théâtres d'opération, moi je pense à l'Afrique, il fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur Wagner, des hommes sur le terrain très violents. Mais globalement, vous avez quelqu'un qui... Moi, je m'interroge, comme vous, en fait, sur ses velléités personnelles de narrative de pouvoir, en disant... Quoi qu'on en dise, c'est un homme qui est apparu pendant ce conflit,
qui est sorti finalement de nulle part. Il n'y a pas une journée où Wagner, d'un coup, Prigojine par là, n'apparaît pas dans ce conflit. Et ça, la question est de se dire comment il va... on va dire, rentabiliser cette projection médiatique que peut-être nous, on sert aussi indirectement en le présentant comme terroriste par ailleurs. Je rappelle que Wagner et Prigojine font partie des terroristes par l'Union européenne maintenant, les États-Unis depuis un moment. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est sur une campagne propre, à bas coût, et que par ailleurs son rôle est aujourd'hui à préserver puisqu'il est sur le terrain, il a ses hommes, ça fonctionne pas, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de l'administration russe. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Xavier aussi, c'est cette concomitance ou cette co-utilisation entre les Ukrainiens et Wagner, c'est-à-dire qu'au moment où on parle d'une possible offensive des troupes de Kiev sur une ville qui est quasi à 98% perdue, on a un Prigojine qui leur sert la soupe en disant exactement la même chose. Même c'est tellement difficile, ils sont tellement bons que je vais partir, je vais rentrer chez moi. Oui, c'est comme s'il leur disait... Il prépare un peu le terrain aussi d'ailleurs. Restez investir en Afrique. Et continuez de vous concentrer sur Bakhmout finalement. Je pense qu'on est dans une phase où comme en dehors des progressions à Bakhmout, il y a peu d'événements spectaculaires qui se passent sur le terrain, hormis les frappes aériennes de ces dernières nuits. Tout le monde a intérêt à brouiller les cartes. Prigojine comme les Ukrainiens. Et effectivement, comme le disait très justement Xavier, chacun se joue un petit peu à ce jeu de réponse par poste interposé, qui sur Telegram, qui par communiqué. Il y a une guerre des communiqués. Maintenant, la réalité du terrain, c'est que les Russes progressent à Bakhmout, peu, lentement, mais ils progressent, que la contre-offensive ukrainienne, pour le moment, elle n'arrive pas, et que malgré ce qu'en dit Prigojine, mais ce n'est pas la première fois, il avait déjà fait le coup de manquer de munitions, Wagner continue de tenir sur place, et le ministère de la Défense russe lui a rappelé qu'il fallait qu'en gros il se calme un petit peu. Effectivement, il y a pas de, je dirais qu'il y a une guerre de déclaration, mais ça ne change pas la situation sur le terrain. On va, suite à ce que vous dites, je vous laisse la parole dans un instant, justement dans quelques instants, découvrir la réalité du côté ukrainien à Bakhmout, et vous allez voir, comme vous l'avez bien dit, c'est pas si rose que ça. Laurence. Non, très rapidement. Je retiens quand même de Bakhmout que ça devait être fini en un mois et que ça fait 8 mois que ça dure. Et d'une certaine manière, Prigojine, au bout de 8 mois, il dit « donnez-moi des munitions », etc. Il y a quand même un échec de Prigojine sur Bakhmout de ne pas avoir pris cette ville aussi rapidement que le Kremlin ne le souhaitait. Je suis d'accord avec vous, mais ça a aussi masqué l'échec des troupes régulières, de l'armée russe, qui a dans un premier temps, largement abandonnés. Ils sont autour de Bakhmout sur 2 ailes. Ils sont au nord et au sud, les barrages. Mais que depuis quelques semaines, très peu de semaines. Mais sans mauvais jeu de mots, en fait, on a quand même la sensation que Prigojine joue ses dernières cartouches en les réclamant ardemment auprès de Shoigu. Et en disant à tonton Poutine, c'est pas moi, c'est lui. Si on n'a pas réussi à prendre Bakhmout pour le 9 mai, la date symbolique, qu'on imagine, parce qu'elle est peut-être un peu fantasmée aussi, c'est pas de ma faute, c'est celle de Shoigu. Et dans la contre-offensive, on voit mal le rôle que pourrait jouer ukrainienne, que pourrait jouer Prigojine. En tout cas, il n'y aurait aucun intérêt parce qu'il va encore se faire tuer des hommes dont il a besoin en Afrique et il n'a pas la puissance de frappe nécessaire et surtout il occupe loin de là pas du tout le front contrairement à l'armée régulière russe. Donc il aurait un rôle extrêmement minime et certainement pas aussi spectaculaire que celui qu'on lui a attribué, nous tous confondus, les médias, depuis 8 mois à Bakhmout. À part que sur Bakhmout, il y a quand même un enjeu économique avec toutes les mines autour, les mines de sel, et que ça, Wagner revendique les avoir. Et c'est quand même important, parce qu'il y a aussi une donnée économique dans cette partie de l'Ukraine. À mon avis, il est plus intéressé par l'or du Soudan que par le sel de Bakhmout. Les deux. Je pense que la multinationale Wagner est intéressée par tout ce qui a un prix sur notre planète. On verra qui possédera. Je vous le disais, on va retrouver le front près de Bakhmout, justement, où les Ukrainiens préparent leur contre-offensive. Vous allez voir d'ailleurs qu'auprès de certains d'entre eux, les images sont rares, les témoignages aussi, notamment des tankistes, l'humeur est plutôt mitigée. Certains doutent en effet des effectifs, du manque d'équipement, du matériel, même malgré la promesse réitérée la semaine dernière des Américains de livrer quelques 250 chars. Un reportage signé Justine Sago. Dans ce bois à 15 km de Bakhmout,
ces soldats ukrainiens sont en alerte et préparent leurs chars d'assaut. Il faut nettoyer un à un et minutieusement les canons des tanks. Tout doit fonctionner lorsque Kiev les lancera dans la grande contre-offensive dans l'est de l'Ukraine. Nous sommes prêts pour cela. Nous devons aller de l'avant parce que c'est la seule chance que nous avons de pouvoir rentrer à la maison plus tôt, seulement en remportant notre victoire. Alors on attend. Bien sûr, nous l'attendons. Ensuite, la guerre sera probablement terminée. Nous ferons tout pour qu'elle réussisse et que nous atteignions la frontière de 1991. La plupart ici a combattu à Bakhmout. Ils attendent de savoir dans quelle zone spécifique ils seront envoyés, car ils le savent, dans ce terrain vallonné autour de la ville, les tanks peuvent être contre-productifs. C'est un paysage très difficile. Quand nous prenions la région de Kherson, nous pouvions tirer normalement. Et ici, nous avons des bosses et des fossés et de très courtes distances à parcourir, 200, 300 mètres. Donc ça n'a aucun sens. Ils peuvent nous voir. Et la visibilité est un peu mauvaise dans nos tanks. Certains sont pessimistes et doutent que la contre-offensive soit décisive dans l'issue du conflit. Je pense que cela ne va pas changer les choses aussi vite que tout le monde le veut. Pour une contre-offensive, il faut beaucoup de personnes, beaucoup d'équipements. Ce ne sera pas facile. Une offensive très attendue dans le camp ukrainien, alors que les Russes contrôlent désormais la quasi-totalité de Bakhmout. Ça, c'est la réalité du terrain dont vous parliez tout à l'heure. C'est la réalité d'une partie du terrain. Ça a été dit dans le reportage, c'est des chars T-72, donc c'est des chars ex-soviétiques. C'est pas du tout les brigades qui ont été formées par l'OTAN et qui ne sont pas manifestement dans le secteur de Bakhmout. Donc là, c'est toujours très difficile d'inférer une situation stratégique sur la base de témoignages de militaires du rang ou subalternes qui voient parce que c'est pas forcément là où ça va se passer là. Voilà, et puis ils n'ont pas forcément l'information, enfin ils sont pas dans la tête de leur chef d'état-major. Donc si vous voulez que les combats aient été durs sur Bakhmout, oui c'est une évidence, tout le monde le sait. Que ces unités-là soient usées et fatiguées, oui c'est une évidence, tout le monde le sait. C'est pour ça que dire qu'il va y avoir une contre-offensive ukrainienne, avec quelles unités, certainement pas avec ces unités-là, on est bien d'accord. Probablement pas avec ces unités-là. C'est pour ça que les images et les témoignages étaient intéressants. Et comme il le disait, mais ça explique aussi une partie des difficultés russes à progresser. Et ça questionne aussi peut-être la logique des Russes à progresser dans ce secteur-là. On est sur un terrain vallonné, très compartimenté, où en fait on se bat de colline en colline, de ligne d'arbre en ligne d'arbre. Donc c'est pas du tout favorable à une offensive qui, dans l'intérêt politique ukrainien, se doit forcément d'obtenir un objectif politique important, soit pour rouvrir des négociations, ou en tout cas au moins pour confirmer le soutien occidental dans la durée, puisque aujourd'hui c'est ça l'enjeu majeur pour Kiev. Oui, mais alors l'enjeu majeur pour Kiev, c'est également ça, c'est également ces hommes, ces témoignages, c'est-à-dire des soldats qui sont épuisés. Et si jamais il y a contre-offensive à Bakhmout ou ailleurs, c'est avec ces hommes-là qu'il va falloir le faire. Ah bah oui, mais une guerre, c'est toujours, et c'est ce qu'on fait, c'est le cœur des débats qu'on a, c'est aussi de la communication, c'est ce qu'on envoie comme signal. Donc si vous épuisez des hommes dont vous aurez besoin plus tard, j'ai du mal à comprendre en fait, je vais pas dire la logique, mais en tout cas la pérennité en fait de cette stratégie. Après, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Bakhmout, ça reste quelque chose de symbolique. Et on ne peut pas le lâcher comme ça. Moi, je crois que Bakhmout, ça a été aussi le point au travers duquel on a soutenu un armement, on a soutenu une guerre. Et le lâcher comme ça reviendrait aux Ukrainiens de dire finalement, on a emmené tout ça pour rien. Je crois que malheureusement, les guerres, c'est aussi ça. C'est aussi parfois maintenir des positions qui paraissent peut-être... je vais dire, pas importante sur le plan stratégique, mais importante sur le plan symbolique. Moi, effectivement, j'ai un regard beaucoup plus vigilant sur la partie sécuritaire de Zaporijia. On en parle souvent, mais pas assez. On sait que l'AIEA est derrière et les négociations dessus restent très secrètes. Et alors, attendez, pour que nos téléspectateurs comprennent, vous êtes sur une thèse qui n'est pas inintéressante. C'est que s'il y avait, je crois que Laurence vous rejoint aussi, oui, moi aussi, complètement. Parce que quand je me retourne vers vous, j'ai l'impression de voir Joe Biden et son administration. C'est sympa. Ça, c'est dur. J'ai pas encore 80 ans. Laurence, pardon si vous m'avez mal compris, j'ai précisé son administration, c'est-à-dire la voix d'une partie des États-Unis. Tout simplement parce que vous faites partie de ceux qui disent que si les Russes
devait ou pouvait acculer, tenter quelque chose, ce serait sur la centrale de Zaporijjia. Comme ça, il n'aurait peut-être pas besoin d'utiliser l'arme nucléaire. Le nucléaire serait à portée de main. Mais c'est une thèse qui est défendue par Grossi, qui n'arrête pas de dire attention sur Zaporijjia, parce que il a été, il y a 3 semaines ou 15 jours, je crois, sur place. Il a fait des débriefings et il a dit la contre-offensive, elle va se passer côté ukrainien, mais attention, il peut y avoir quelque chose. Il faut absolument sécuriser au plus vite Zaporijjia. Il le demande depuis 6 mois.